Un ciel bleu, une forêt magnifique. Dans cette forêt, on voit au loin des personnes. Ces personnes-là portent toutes des armures, que ce soit hommes ou femmes, et pendant qu'ils sont tous regroupés, ils entendent quelqu'un qui les appelle. Il dit à ces humains de venir ici une seconde. Évidemment, c'est pas un humain, on voit ses petites oreilles bouger, et finalement, c'est un petit chat. Il porte une cape un peu comme un vagabond et demande aux humains s'il veut qu'ils soient impressionnés. Tous les autres ne sont pas plus choqués que ça, ils sont juste surpris de voir un chat marchand ici. Ils se disent même que ce chat est trop mignon et lui demandent ce qu'il vend. Il leur montre alors quelque chose avec sa main. Ce sont des tomates cerises. L'un des humains du groupe est un peu déçu. Il s'attendait plutôt à quelque chose comme une arme légendaire ou une potion. Mais bon, c'est une vulgaire tomate cerise. Ils peuvent en trouver n'importe où, donc pas besoin d'un chat marchand pour ça. Mais d'un air malicieux, il leur répond qu'ils sont des humains stupides. Il avait prévu leur réaction. Ça n'a rien à voir avec les tomates cerises qu'ils connaissent. Ils leur disent alors de regarder leur fenêtre de statue. Lorsqu'une des filles y jette un œil, la fenêtre de statue indique que c'est une tomate cerise magique. Elle augmente les points de magie de 0,1 pendant 10 minutes. Et la durée de vie est de 30 jours. Il y a également précisé que ça brûle 10 grammes de graisse. Bon, une des filles se dit que c'est un peu trop faible, sauf qu'une autre commence à s'écrier. Quoi? Elle pourrait maigrir en mangeant ces tomates? Est-ce que ça marche vraiment? Le chat commence à être fier. Il dit que tout à coup ils sont intéressés, hein. Ça fera une demi-pièce d'or chacune. Quand il dit leur prix, absolument tout le monde lui fonce dessus. Ils en veulent 200, non 300, d'autres 250. Envoie tout ton stock. D'autres proposent même de payer encore plus cher. Un des gars du groupe lui demande même où est-ce qu'il a trouvé tous ces trucs. Le chat prend un air assez mystérieux et dit que c'est un secret. De l'autre côté, on voit un champ et justement, il y a tout plein de tomates cerises. C'est donc ici qu'elles sont cultivées. On voit notamment quelqu'un qui vient en récupérer une. C'est un garçon un peu beau gosse avec un t-shirt blanc qui soupire. Il dit que ça sera tout pour la récolte d'aujourd'hui, et il s'adressait à un lapin cultivateur. Bon, ça a l'air de déranger personne. Il ajoute même à d'autres lapins qui étaient en train de cultiver d'autres plantes de faire une pause. Et au même moment, une abeille vient à côté de lui et lui demande du miel. Qui oserait ne pas donner du miel à cette magnifique abeille? Et maintenant, c'est à son tour de boire, complètement décontracté. Il a ça dans sa petite gourde, et alors qu'il se met à boire, tous les autres lapins à côté de lui le copient. Ouais, ça respire la joie de vivre. Ce qu'ils viennent de boire justement, c'était une boisson énergisante, c'était en gros du miel mélangé à du jus de tomate. Et apparemment, c'est ça une vie qu'il aime. Toujours évidemment accompagné de ses petits lapins. Sauf qu'au même moment, il y a une quête additionnelle dans son système qui apparaît. Il doit donner cette boisson au gérant de la tour, et les récompenses, c'est très simple, il y en a aucune. Quant à la pénalité d'échec, ce serait de la déception. Clairement, ça agace notre protagoniste. Il dit au système d'arrêter de l'embêter, il leur en donnera la prochaine fois. Et au même moment, le chat marchand est de retour. Il appelle Maître Sejun, notre protagoniste, et lui dit qu'il a fait un bon boulot. Tout ça c'est excellemment bien vendu et il lui ramène un joli pactole. Sejun se dit que c'est qu'une question de temps avant que la gloire n'arrive. Tout leur business est rondement bien mené. Et le chat se dit même que c'est pas le moment de rêvasser. Il va un peu manger et il retourne direct au boulot. Il veut gagner encore plus d'or. Il demande au lapin noir de lui pêcher quelques petits poissons pour qu'il se nourrisse tranquillement. En bref, ils vivent la belle vie. Sejun de son côté se dit qu'il avait presque oublié quelque chose. Il va contre un mur et se met à écrire dans la roche. Et aujourd'hui, c'est enfin le 150e jour. Bon, lui, c'est Park Sejun et il a la classe fermier de la tour. C'est littéralement un agriculteur. Et il est comme toujours accompagné de ses petits animaux de compagnie qui l'aident dans son boulot. Aujourd'hui, ça fait 150 jours qu'il s'est perdu dans cette fameuse tour. Et quand il observe tout ce qu'il a accompli en si peu de temps, il est assez fier. Et c'est ça toute l'histoire de sa survie perdue dans la tour. 10 ans plus tôt, à Séoul, un matin comme les autres, une tour de 99 étages est apparue au beau milieu du plus grand quartier de Séoul. Sauf que c'était pas qu'à Séoul, mais 100 autres tours sont apparues au même moment dans le monde entier. Chacun des pays a mené des recherches sur ces tours avec pour seule conclusion que la tour faisait 990 mètres de haut et elle était faite d'un métal incroyablement résistant qui ne pouvait absolument pas être endommagé, même pas par une bombe nucléaire. Un beau jour, des individus ont commencé à sortir de la tour. Tout le monde était super impressionné de les voir. Directement, tous les journalistes leur demandaient comment ils étaient entrés dans la tour. Les gens qui en ressortaient étaient un peu gênés et expliquaient simplement qu'un trou noir les avait aspirés un matin et à leur réveil, ils se trouvaient au premier étage de la tour.
Ça a bien évidemment fait la une de tous les journaux, et donc ils ont appris que les 100 tours sont en fait reliées entre elles. Lorsque l'on entre dans la tour, on est éveillé au premier étage et on doit choisir une classe entre mage et guerrier. Les monstres, quant à eux, apparaissent au second étage. Et à chaque fois qu'un étage est complété, on obtient une récompense aléatoire. Avec un peu de chance, on peut obtenir ce ticket. Ce ticket est considéré comme un item. En ce qui concerne les personnes éveillées, elles peuvent librement entrer et sortir de la tour. Cependant, les personnes normales ont besoin de ce ticket pour y entrer. Mais bien évidemment, seuls les éveillés peuvent monter la tour. Et pourquoi est-ce que les gens voudraient aller dans une tour mystérieuse peuplée de monstres? Pourquoi avait-elle été créée? Personne n'en avait encore la réponse. Cependant, au même moment, alors que c'était une sorte d'interview, une femme arriva avec un coffre en main. Elle l'a ouvert et c'est une pluie d'or qui est tombée. Ils étaient juste choqués d'en voir autant et surtout comment ça pouvait rentrer dans un coffre aussi petit. Tout ça pour dire qu'ils étaient certains d'une seule chose, grimper la tour est synonyme de richesse. L'association des éveillés a annoncé que le prix des tickets serait augmenté de 50 millions de won, passant ainsi à 200 millions de won. Évidemment, ces tickets valaient une fortune étant donné qu'ils pouvaient vous donner accès à une richesse inimaginable. Des centaines de personnes se précipitaient pour acheter ces tickets avant que leur prix n'augmente, mais malgré tout ça, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient que c'était complètement stupide de payer 200 millions de won pour juste un ticket. Sejun était un peu gêné, mais bon. Autant vous dire que ce soit stupide ou pas stupide, c'était absolument pas le cas de notre protagoniste. Il était en train de faire tous les calculs nécessaires pour s'en procurer un. Actuellement, il se disait qu'il avait économisé environ 12 millions de won, et il se doutait que les prix des tickets allaient encore s'envoler, donc il se demandait quand il allait pouvoir enfin en acheter un. En regardant cette immense tour au loin, il disait que peut-être c'était peine perdue. Pour lui, c'était vraiment trop épuisant. Travailler autant pour peut-être n'avoir aucun bénéfice. Mais non, il ne pouvait pas abandonner comme ça. Sejun se disait de rester motivé. Il doit y avoir un moyen de gagner plus d'argent. Même les courses qu'il achetait étaient au plus bas prix. Au même moment, il a eu une idée. Il avait vu une pub récente comme quoi on pouvait planter ses légumes soi-même pour économiser de l'argent. Et il se dit que pour lui, c'est parfait. C'est justement ça qu'il lui faut. Et il se dit même qu'avec sa détermination, une grande guilde pourrait repérer son talent et le recruter. Sejun commence à se faire complètement des films dans sa tête. Il s'imagine demander en mariage son idole préféré. Enfin bref, en tout cas, il est motivé. Sauf qu'alors qu'il était en train de rentrer chez lui, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a littéralement un trou dans le vide qui est en train de se créer. Sejun le remarque parce que ça commence à créer un courant d'air derrière lui, et quand il se retourne, il découvre que c'est ça, l'absorption. C'est le fameux phénomène par lequel les éveillés de première génération sont entrés dans la tour. C'est enfin son tour. Lui, Park Sejun, est prêt à risquer sa vie pour grimper la tour. Il attend que le trou noir l'aspire, et il l'aspire pas. Il y a un gros silence et tout à coup, quoi? Il se met à rétrécir. Sejun commence vraiment à stresser et commence à courir même vers le trou noir. Il dit qu'il peut pas laisser passer cette opportunité. Si le trou noir ne veut pas l'aspirer, alors il entrera par lui-même. Il fonce alors et saute dans la tour. La seconde d'après, il s'écrase la tête contre le sol et directement la seule chose qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il est dans la tour. Il cherche tout ce que les gens ont décrit. Des bâtiments, des rues fantasy, la place du premier étage, plein d'équipements, de potions. Il est enjoué à l'idée de voir tout ça, sauf que... C'est quoi cet endroit? Il est dans une espèce de grotte complètement vide avec une roche au centre. La seule lumière qu'il voit, c'est un énorme trou au-dessus de la grotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que Sejun se retrouve dans ce foutu trou? Son cri résonne dans tout l'étage. Bien plus loin de la grotte de Sejun, on voit une espèce de tour. Cette tour énorme près du soleil cache quelque chose d'assez mystérieux. À l'intérieur, on y voit une boule lumineuse. Un énorme dragon noir arrive devant et parle de cette boule de cristal. Il remarque qu'elle a détecté une modification dans la tour. Le dragon commence à être frustré par cette situation et se dit qu'il doit en trouver la cause. C'est lui le gérant de la tour, il peut pas laisser ce genre de choses se passer comme ça. Sejun, de son côté, était bien sûr toujours sous le choc. Et tout ce qu'il avait entendu des éveillés, que ce soit le monde éclairé, brillant, tous les différents objets qu'il pouvait acheter, les potions, les terrains d'entraînement, tout ça pour au final affronter les monstres. Tout ce qu'il avait entendu. Mais là, il y avait juste rien. Juste un petit cours d'eau, un trou en haut de la grotte, et c'est tout. Il a exploré la grotte toute la journée et aucune trace de sortie en vue. Bien évidemment, pas de terrain d'entraînement, pas de magasin. Et il a beau avoir crié à l'aide, personne n'est venu.
Est-ce qu'il se serait perdu? Sejun commence littéralement à devenir fou. Au même moment, il reçoit une notification sur son téléphone. C'est son réveil, donc ça fait littéralement un jour qu'il est ici et il s'est rien passé. Bon, c'est pas tout, mais il commence à avoir faim, du coup il sort ce qu'il avait dans son sac. Une bouteille d'eau, 27 tomates cerises, 10 oignons verts, 7 patates douces et une pomme. C'est absolument tout ce qu'il a pour survivre. Il se dit donc qu'il va commencer par la pomme, parce qu'évidemment il n'y a pas mieux pour commencer une journée qu'une pomme, et sauf qu'il l'a fini en quelques secondes. Évidemment ça lui suffit pas, donc il continue de manger, il enchaîne avec une patate douce, et autant vous dire qu'il aime ça, il aime vraiment beaucoup même. Toute cette texture fondante doublée d'un agréable goût, il se dit même que c'est bien meilleur que ce à quoi il s'attendait, mais bref. Au final, il finit par boire sa bouteille d'eau, il se dit que c'était un super repas, mais le plus important, c'est combien de temps va-t-il devoir rester ici? Il doit trouver une solution pour éviter de mourir de faim. Combien de temps va-t-il pouvoir tenir avec ça? Et s'il n'est pas secouru, il va certainement mourir et peut-être devenir un mort-vivant? Non, 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 il veut pas mourir comme ça. C'est la tour dont il rêvait depuis toujours. Il peut pas l'abandonner aussi rapidement. Au même moment, il a une idée. Il voit son trognon de pomme au loin et se dit que c'est parfait. Tout à coup, il se met à creuser le sol, et bien évidemment, vous l'aurez deviné, il plante la pomme. Il a également 10 oignons verts, donc il va utiliser les feuilles comme nourriture, et il plantera le reste. Tant qu'à faire, autant mettre aussi des tomates et des patates douces, et tout le reste, c'est pour l'aider à manger le temps qu'il survive. Et il reste plus qu'à attendre jusqu'à ce que ces légumes, ils poussent. Au même moment, il ressent une énorme secousse. Il se demande ce qui se passe. Est-ce que c'est un monstre? Non, non, mais c'est pas possible qu'il y ait des monstres au premier étage. Il regarde alors vers le ciel, et c'est... Quoi? Une lune bleue? Les bruits commencent à se faire de plus en plus forts et empêchent même Sejun de rester debout. Il met les mains sur ses oreilles, et c'est son corps. Il a l'impression qu'il lui arrive quelque chose. Sauf qu'en un instant, tout s'arrête. Il voit une ombre qui passe au-dessus de lui. Lorsqu'il jette un œil, c'est un dragon. Un dragon noir. C'est magnifique et au même moment il tombe dans les pommes. Pendant qu'il chute, on voit précisément ces plantations qui ont l'air de briller. Il est encore un peu dans les vapes et se demande combien de temps ça fait. Il est choqué d'apprendre que ça fait déjà 2 jours. 2 jours qu'il est au sol. Il est épuisé d'avoir dormi autant. Au même moment, il se redresse et s'adosse contre quelque chose. Il est surpris parce qu'il n'y avait pas d'arbres ici avant. Sauf que quand il regarde de plus près, c'est toutes ces plantations. Ces oignons verts sont déjà aussi énormes. Comment ont-ils pu pousser autant? Il se dit que c'est certainement à cause de la tour. Il avait vu dans une vidéo que la forme des plantes changeait selon là où il les plantait justement. Et c'est donc pour cette raison que la taille des oignons verts est aussi énorme. Il se dit que c'est probablement le cas pour le reste aussi, et quand il va jeter un œil, il est impressionné. Il y en a de partout. Sauf que certaines d'entre elles n'ont pas assez de soleil à cause de l'ombre que font les autres, donc il se dit qu'il ferait mieux de les couper. Il commence alors à s'en occuper, et tout à coup, il se pose une question. C'est vrai qu'il y a toujours pas goûté. Du coup, il tape un croc dedans, et quoi? Son visage devient tout rouge et il crache des flammes. C'est brûlant. C'est clairement beaucoup plus épicé que l'original. Mais bizarrement, ça lui a pas brûlé l'estomac. Bon, il se dit que ça va seulement lui servir pour assaisonner parce qu'il va sûrement s'y habituer. Et sinon, il continue la routine en mangeant les aliments qui lui restent. Dans la tour, le soleil ne se couche pas. Cela dit, il y a parfois des moments où le soleil est caché par la lune, et ce, à chaque étage. Ce phénomène est appelé la lune bleue. Pourtant, ce phénomène ne se produit qu'à partir du 10e étage. Donc clairement, il commence à réaliser qu'il n'est certainement pas au premier étage. Surtout, il avait vu un dragon noir. Il y a 10 ans, quand la tour était apparue, l'une des plus grandes guildes, Phoenix, avait accompli l'exploit de terminer le 37e étage. Les informations concernant les étages 30 à 37 sont gardées secrètes par les autres guildes. Cependant, une pléthore d'informations à propos de ceux inférieurs aux 30 est disponible sur YouTube. Les étages 1 à 10 ont des monstres qui sont des soldats squelettiques. Du 11 au 20, il y a beaucoup de gobelins. Les étages 21 à 30, c'est pour les orques. Et si on en croit la rumeur, il y a des araignées géantes au 31e étage. Cependant, personne n'avait jamais rien dit au sujet d'éventuels dragons. Il se demande bien à quel étage il a pu atterrir. Il se dit qu'il s'est même peut-être retrouvé à un étage auquel même les meilleurs rankeurs ne sont pas encore parvenus. Alors qu'il est allongé, tout à coup, il se met à pleuvoir. C'est un peu surprenant parce qu'il a entendu dire qu'il faisait tout le temps beau dans la tour. Sauf que quand il lève la tête, en fait, c'était pas de la pluie. Mais alors, c'était quoi? C'était un monstre?
Mais quand il y prête un peu plus d'attention, c'est pas vraiment un monstre, mais un tout petit lapin trop mignon. Vu son apparence, ça a pas l'air d'être un monstre. Le lapin se met alors à sauter dans la grotte et non, faut faire attention. Sejun va alors pour le rattraper, mais bon, le lapin il maîtrise, il saute même sur sa tête et fait un petit salto à l'aise. Clairement, c'est pas un lapin ordinaire. Directement, le lapin demande à avoir un morceau d'oignon. Sejun, bien évidemment, il va lui en demander. Le lapin il mange et surtout il kiffe. Sejun lui dit que s'il aime ça, il en a encore pas mal en stock. D'ailleurs, ceux qui viennent d'enlever ont déjà repoussé immédiatement, donc il va devoir les cueillir peut-être 2 fois par jour. Le lapin a l'air d'avoir compris ce qu'il a dit et est ravi. Tout à coup, il se met à crier, et quand il regarde vers l'extérieur de la grotte, il voit à son tour un autre lapin arriver. Il saute et atterrit dans la grotte. Sauf que les 2 nouveaux lapins qui sont là, ils ont une allure assez particulière. Ils ont littéralement un tablier et un arrosoir. Il y a quelque chose qui intrigue Sejun et leur demande s'ils sont en couple. Bon, les lapins ils parlent pas, mais ils ont l'air d'avoir compris et répondent que oui. Bon, écoutez, on va faire comme si de rien n'était. En tout cas, c'est comme ça que Sejun a échoué dans la tour et il s'est fait rejoindre par des petits lapins. Quelques temps plus tard, il continue de s'occuper de ses plantes. Il les coupe, il les arrose régulièrement. Attends, c'est pas lui qui est en train de le faire, mais c'est les lapins? Bon, ça a l'air de choquer personne, et au contraire, ils font ça avec joie. Bon, du côté de Sejun, ce qui l'intrigue plus, c'est qu'ils vont bien ensemble. En vrai, il se demande vraiment comment il est arrivé ici. Il se rappelle justement du moment où les lapins lui expliquaient qu'ils vont s'installer ici. Ils lui ont fait les gros yeux pour lui demander d'accepter. Bien évidemment, quand il a vu leur petite bouille, il a eu un petit pincement au cœur, il pouvait pas refuser. Sauf que, bien sûr, il allait pas les héberger pour rien. Donc ils ont le droit de rester ici, mais ils doivent au moins lui donner un coup de main. Il leur dit de pas s'inquiéter, il y a que des oignons à couper. Et tout à coup, les lapins lui sautent dessus, lui faisant un petit câlin. Bref, quelques temps plus tard, Sejun se dit qu'il a l'impression de s'être fait avoir. D'ailleurs, il demande même au petit lapin si ce qu'il porte, ce sont des items. Parce que le fameux arrosoir qu'il porte en main a de l'eau en illimité, c'est le lapin mâle qui le possède, et la sacoche de la femme lapin lui a l'air d'être une sacoche magique. Elle n'arrête pas d'en sortir des outils de jardinage. Sejun est jaloux, il se dit que lui aussi il aimerait avoir ce genre d'item. Bon, en tout cas, les lapins ont fini leur boulot du jour. Ils ont séché les oignons, rien à redire sur les patates douces, les tomates cerises ont bien poussé, tout est parfait. Et il se dit que les lapins ils sont certainement pour quelque chose. Les lapins sont un peu stressés quand ils voient Sejun analyser leur travail, mais il leur dit de pas s'inquiéter, parce que c'est bon, ils sont acceptés. Les lapins sont ravis et se mettent alors à discuter entre eux. Tout à coup, ils s'en vont à toute vitesse. Ça surprend un peu Sejun qui se demande ce qu'ils fabriquent. Un peu plus loin, les lapins ont trouvé leur nouveau lieu de travail. Ils se mettent à creuser et au bout de quelques temps, ils en ressortent avec un collier de fleurs. Ils l'accrochent sur une planche de bois et c'est bon. La voilà, leur petite maisonnette. Bon, autant dire que le lapin mâle, il a bien plus travaillé que la femelle. Sejun est surpris qu'ils ont pu créer un terrier en aussi peu de temps. Il leur dit qu'ils sont géniaux. Ensuite, les 2 lapins, ils vont se poser dans leur petite maison. Sejun lui souhaite bonne chance, mais la vérité, c'est qu'il est quand même assez jaloux. Bon, malgré tout, ça fait du bien de ne plus être seul dans cette grotte. Et en plus d'être tout mignon, les lapins l'ont aidé à développer son potager. Quand Sejun va se poser sur sa pierre habituelle, il ressent quelque chose sur son dos. C'est quoi ça? Ça brûle! Il se lève en sursaut. Son dos est cramé. Mais comment c'est possible? Et alors qu'il y jette un œil de plus près, il voit qu'à côté des feuilles en feu, il y a sa bouteille d'eau. En fait, les rayons du soleil vont sur la bouteille, qui canalise un rayon lumineux sur une des plantes qui a commencé à la faire brûler. Et tout à coup, une idée vient en tête de Sejun. L'environnement de la tour était rude, mais il n'a pas perdu espoir. Heureusement, il avait une bouteille en plastique et des oignons secs. Cette bouteille va lui servir de lentille convergente pour pouvoir allumer un feu. Et il place sa bouteille de sorte à ce que ça crée un rayon vers les plantes. Sauf qu'il a beau essayer, ça marche pas. Il y a un petit peu de fumée, mais bon, il y a aucun feu qui s'allume. Il commence à être dépité. Pourtant, il est certain que c'est comme ça que ça s'allume un feu. Sauf que quand il regarde son tas de plantes, il y a un peu de fumée qui en sort. En fait, il vient tout juste de réaliser qu'il faut qu'il souffle dessus pour attiser les flammes. Au bout de quelques temps, les lapins sortent de leur terrier. Il leur dit qu'ils arrivent pile au bon moment. Il leur demande de l'aide pour souffler sur les feuilles. Ils font tous de leur mieux en soufflant et en utilisant la bouteille pour attiser les flammes. Et au bout de quelques temps, c'est bon. La première flamme est allumée. Il y a enfin du feu. Et du coup, c'est le moment parfait pour mettre en place son plan. Il va directement chercher une pousse d'un oignon.
Il la met alors dans la flamme et la fait tourner quelques instants. Au bout d'un certain temps, il se dit que ça devrait aller. Il commence à couper la partie cramée et hop, il la mange. Pendant qu'il est en train d'avaler ça, les deux lapins l'observent. Ils n'attendent que sa réaction. Mais c'est délicieux! Une douceur sucrée se précipite dans son palais. Ce goût lui fait penser à un cheval sauvage galopant dans un pré gigantesque. Bref, c'est super bon et ça a marché. Bien évidemment maintenant c'est au tour des lapins de goûter et encore une fois ils trouvent ça délicieux. Dans le journal de Sejun, c'est bon, il a enfin réussi à se remplir l'estomac avec de la nourriture cuite. Et sinon, la vie continue. Quand il se réveille, il va directement vers le cours d'eau pour se mettre de l'eau sur le visage. Il regarde l'avancée de ses travaux et est assez impressionné. Pour aujourd'hui, récolter les oignons verts, c'est fait. Arroser les tomates cerises, idem. Et enfin, les patates douces sont aussi irriguées. Il se dit que ça fait du bien de voir tout le travail terminé. En tout cas, il lui est arrivé beaucoup de choses récemment. Une fois le feu allumé, il s'est servi des oignons verts pour installer des torches dans chaque recoin de la grotte. Et donc, ça lui a permis de pouvoir s'y déplacer avec plus de facilité. Par exemple, aux abords de la mare, il faisait très sombre. Il y a donc mis une torche et il y a vu quelque chose d'intéressant. Avec la lumière qui s'approchait du bord, c'était un poisson qui venait d'en sortir. Il voulait attraper la flamme, mais bien évidemment, il a esquivé. Et du coup, au final, le poisson s'est retrouvé sur la terre ferme. Sejun n'en avait encore jamais vu. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu se fournir en poissons dans la grotte. Toujours avec son feu, il les a grillés et c'était à nouveau délicieux. Sauf qu'il était en train de manger tout seul, et les lapins, ils étaient à côté, et ils en voulaient aussi. Il était assez surpris parce qu'il pensait qu'ils étaient végétariens et qu'ils mangeaient pas de viande. Mais bon, étant donné que c'est des monstres, ça doit pas leur faire grand mal. Bon, et sinon quelques jours plus tard, une nouvelle lune bleue est apparue. Grâce à celle-ci, il a compris qu'à cet étage, ce genre de phénomène apparaissait une fois tous les 30 jours. Il se servait aussi de son ordinateur et de sa batterie externe pour faire recharger son téléphone et se mettre au courant de la date du jour. Sauf que bien sûr, au bout d'un moment, il n'y avait plus de batterie. Et du coup, fallait trouver une autre méthode. Et donc maintenant que son téléphone était hors d'usage, il a dû trouver cette autre manière pour ne pas perdre le fil chronologique. Et clairement ça c'est simple, tous les jours il va mettre un trait pour se souvenir. Il y a de la chance car les lapins se couchent précisément à 19h et se réveillent à 5h. Du coup, s'ils se contentent de suivre leur horloge biologique, il ne se ratera jamais pour compter les jours, quand bien même le jour est éternel ici. Et il y a de ça quelques jours, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé. Alors que le lapin mâle sortait de son terrier comme d'habitude, il y a plein de bébés lapins qui sont arrivés. Bon, j'ai 45 ans, je dis encore bébé lapin. Bref, inutile de préciser qu'encore une fois, les lapros étaient super mignons, blablabla. Évidemment, c'était le couple de lapins qui avait donné naissance à ces lapros. Les deux parents étaient fatigués et Sejun leur dit alors de ne pas s'inquiéter, il va s'occuper d'eux. Clairement, ils se prenaient pour leur oncle. Au fur et à mesure, leurs plantes grandissaient de plus en plus, tout leur rythme était parfaitement bien mené. Les fleurs ont commencé à éclore et ils se croiraient presque dans un jardin. Pour donner des fruits, la pollinisation est nécessaire, il faut donc qu'ils s'en chargent artificiellement, comme cela, et il doit le faire du coup pour chacune d'entre elles. À chaque fois avec un petit bâton, il s'occupe de chacune des fleurs. À force, il commence à fatiguer. Il se dit qu'il aimerait bien qu'une abeille vienne ici, mais bon, ça serait un peu trop abusé de demander ça. Au même moment, il voit un des lapros qui met son museau dans la fleur. Bon, à cause du pollen, etc., il se met à éternuer. Ça amuse un peu Sejun, et quand il s'approche du lapro, il remarque quelque chose. C'est bon, ils sont enfin là, ce sont des fruits. Bon, ils sont pas encore très mûrs, mais ça commence à très bien avancer. Après un long et dur labeur, ils ont enfin été récompensés. Et aujourd'hui, c'était la veille de la lune bleue. Comme d'habitude avant de dormir, il éteint le feu. Il garde malgré tout quelques petites flammes en dessous d'un rocher pour ne pas les perdre. Les lapins et leurs petits lapros se dirigent comme d'habitude vers leur terrier. Et Sejun, qui a une tenue assez particulière avec ses plantes sur la tête, se dit que c'est bientôt le moment. Il dit alors aux lapins qu'ils se verront plus tard s'il survit. Quelques temps plus tard, on voit des cernes sur le visage de Sejun. La lune est effectivement là, et à force, il commence à être très fatigué. Par prudence, il a caché tous les aliments à forte odeur dans un coin jusqu'à ce que la lune bleue disparaisse. Mais il ignore combien d'heures sont passées, chaque minute semble être une heure. Et il entend plein de cris, ça commence un peu à l'effrayer. Ils ont beau venir de très loin, il en tremble quand même. Il prie pour que cette nuit prenne fin sans qu'il n'arrive rien de grave. Sauf que tout à coup, le bruit commence à se ressentir et il est de plus en plus proche. C'était un bruit qu'il n'avait encore pas du tout entendu.
Au loin, une énorme patte avec des griffes écrasait le sol. Il était gigantesque comparé à la forêt. C'était un ours monstrueux avec des pattes et des griffes énormes. Et il était malheureusement juste en face du trou de la grotte. Et cet ours s'est arrêté devant le trou comme s'il y avait quelque chose à observer. Sejun, qui était au fond de la grotte, a d'abord remarqué son ombre énorme. Il se mettait à reculer. On voyait la peur sur son visage. Qu'est-ce que cet énorme monstre allait lui faire? Pour le moment, il avait encore de la chance parce qu'il l'a pas encore remarqué. Il se dit qu'il doit vite trouver une autre cachette avant qu'il ne le voie. Il prend alors son sac et commence à bouger doucement, sans le moindre bruit. Sauf que tout son sac, il était ouvert. Sa bouteille et tous les autres objets de ce sac tombent. Il commence à avoir des gouttes de sueur sur tout le visage. Il a à peine le temps de lever les yeux qu'il voit le monstre. Il vient de passer la tête par le trou de la grotte. Et bien évidemment, il est face à face avec Sejun. Sejun, pris de peur, ne peut pas s'empêcher de crier. C'est alors qu'à son tour, le monstre se met à crier et effraie encore plus Sejun. Mais juste après, alors qu'on s'attendait à un combat titanesque, on voit Sejun qui dort. Et juste à côté de lui, il y a les lapins qui sont en train de s'amuser avec lui, ils essayent de le réveiller. Lui qui est encore complètement dans son rêve dit à sa mère de le laisser dormir, mais alors le lapin lui met une grosse patate. Ouais, ça y est, t'as assez dormi, chef. Et du coup, notre Sejun, il se lève en sursaut, qu'est-ce qui se passe? Il demande à tous les petits lapins autour de lui ce qui s'est passé, et la lune bleue alors, où est-elle passée? Est-ce qu'elle a déjà pris fin? Et effectivement, quand il regarde vers le ciel, il y a rien d'anormal. Il trouve ça vraiment étrange alors que pour les lapins autour de lui, il y a rien de bizarre, hein. En fait, il est tombé dans les pommes et il est tout endolori. Avec toute la fatigue dans son corps, il essaye de se rappeler ce qui s'était passé. Après ce fameux moment-là, qu'est-ce qui a bien pu arriver? Il se souvient alors observer le monstre. Il était là en train de passer sa tête par le grand trou de la grotte, mais juste après qu'il ait été effrayé par son hurlement énorme, il était là en train de se boucher les oreilles et... Quoi? Jusque-là, ses souvenirs sont bien clairs. Il a failli mourir tué par ce gigantesque démon. Juste ses souvenirs lui mettent la pression. Il se met à trembler alors qu'il y a absolument rien autour de lui. Quand les lapins voient sa réaction assez étrange, ils se demandent ce qui se passe. De l'autre côté, on voit également la lapine qui est au niveau des grosses pierres. Elle les déplace et on revoit le feu qu'il avait caché derrière elle, justement pour qu'il l'évite de s'éteindre. Sejun, qui se sentait pas trop bien, se couvre et se rapproche du feu. Au moins comme ça ira un peu mieux. Il y a également la petite lapine qui lui apporte à manger et il la remercie. Un bon poisson bien chaud, là, ça peut que lui faire du bien. Surtout avec tous ces petits lapins autour de lui. Mais pendant qu'il est en train de manger, il réfléchit à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. En fait, cet endroit a attiré l'attention de ce monstre. Mais pour le moment, il sait toujours pas s'il a senti la présence d'un congénère. Ou peut-être que c'était tout simplement l'entrée étroite de la cave qui lui avait fait jeter l'éponge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien ne le garantit que ce miracle se reproduira une nouvelle fois. Il a été extrêmement chanceux cette nuit, mais il peut à tout moment perdre la vie. Ah là là, il a travaillé tellement dur pour survivre jusqu'ici, sans compter tous les efforts qu'il a fait juste pour atterrir dans ce monde. Et pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est manger. Ouais, manger. Juste au moins histoire de reprendre des forces et pouvoir y réfléchir à tête reposée. Il sait pertinemment que même si actuellement il est incapable de faire grand chose, il est déterminé pour le futur. Pendant qu'il est toujours en train de se nourrir, un des lapins vient l'appeler. Il est assez surpris et se dirige vers l'endroit où il lui dit de venir. Et quand il se dirige vers l'une des plantations... Quoi? C'est vraiment une tomate cerise, ça? Elle est juste énorme. Elle a déjà atteint la taille d'une balle de golf. Mais, je veux dire, c'est pas ça le problème principal. Perso, je veux surtout savoir pourquoi elle est bleue. Sejun se dit que c'est peut-être parce qu'elle est trop mûre. Il la détache alors de sa petite plante. Et une fois qu'il la tient finalement en main, il y a quelque chose qui apparaît devant lui. C'est le système qui réapparaît. Attends, mais c'est vraiment une fenêtre de statue là? Sejun n'arrive pas à y croire. Il s'attendait vraiment à tout, mais à tout sauf à ça. Et justement, la fenêtre de statue fait apparaître un message de notification en face de lui. Il lui annonce qu'il a accompli une première quête. Sa quête était de récolter un fruit contenant l'énergie de la lune bleue. Soudainement, un nouveau message apparaît et lui annonce que sa formidable prouesse a attiré l'attention du gérant de la tour. Ça commence à être sacrément intéressant. Toujours avec sa tomate cerise bleue en main, il sait pas trop comment réagir. Il continue de lire les panneaux qui lui expliquent que le gérant de la tour le tient à l'œil.
Mais surtout, le dernier message est que le gérant de la tour n'est pas de bonne humeur. Wow, alors déjà que c'était étrange, là ça commence sérieusement à devenir très bizarre. Sejun se demande surtout pourquoi est-ce qu'il est pas de bonne humeur. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Le système continue ses annonces et lui explique que le gérant de la tour a découvert qu'il était un invité qui n'avait pas été convié. Le gérant de la tour veut alors masquer sa bêtise. Wow, ça veut dire quoi ça, sa bêtise? Est-ce que c'est Sejun qui est une bêtise? Et comment ça, le masquer? Ça voudrait dire que toute son arrivée ici était une erreur? Non, il peut pas accepter ça. Tous les efforts qu'il a fait, ça fait 61 jours qu'il vit ici. Et c'est que maintenant qu'il lui dit que c'est une erreur? C'est bon, Sejun est vexé, il lui dit de le ramener chez lui alors. Il veut rentrer. Mais c'est pas vraiment à ça que pensait le gérant de la tour. Il voulait plutôt l'éliminer pour supprimer toutes les preuves. Alors là, il vient de débloquer un succès et c'est ça sa récompense. Au lieu de lui donner, je sais pas, un cadeau, il pense l'éliminer? Vraiment un abuseur. Juste après qu'il se soit énervé, le système ne répond plus. Il y a juste 3 petits points. Sejun se dit qu'il en a peut-être un peu trop fait. Au même moment, il a un nouveau message du système. Il annonce que le gérant de la tour a décidé de provoquer son éveil. Son éveil? Maintenant? Il y a alors tout à coup une énorme aura qui est en train de se créer autour de Sejun. Attends, ça voudrait dire qu'il est officiellement un éveillé de la tour? Va-t-il enfin pouvoir vivre une vie d'éveillé normale? Et du coup, son métier? Tout enjoué, il se dit qu'il pourrait être épéiste? Mais il est aussi très intelligent, donc peut-être que mage lui irait mieux. Et justement, le gérant de la tour est en train de lui assigner un métier. Il se demande vraiment ce qu'il va devenir. Il est ravi, il se demande quel va être son métier, qu'est-ce qu'il va lui choisir. Il y a alors des feux d'artifice et des félicitations. Il est désormais un maraîcher de la tour? Gros silence dans la salle. Attends. Est-ce qu'il a bien lu? Répète une fois. Un maraîcher de la tour? Sejun ne peut pas y croire. Grâce à son métier, récolter des cultures lui fera gagner de l'expérience? Non, c'est pas possible. Attends. Comment ça, maraîcher? Il appelle sa fenêtre de statut? Il veut voir son profil? C'est bon, étant donné que c'est un joueur et qu'il est éveillé, il peut enfin apparaître devant lui. Il y a alors écrit Park Sejun, niveau 1, talent ordinaire. Statistique, 1 point en force, 1 point en endurance, 1 point en agilité, 1 point en magie. Métier, maraîcher de la tour, rang F. Et il a absolument aucune compétence. C'est vraiment ça, sa fenêtre de statut. C'est juste un mec ordinaire. Il veut toujours pas y croire. Il se rappelle alors de tous ses rêves qu'il a eus jusqu'à présent. Le late show avec Park Sejun. Le présentateur était là en train de dire à tout le monde qu'ils accueillaient un invité spécial qui réussit à terminer l'intégralité de la tour. Et tout ça malgré un talent jugé ordinaire. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Park Sejun. Et quel est son métier? Park Sejun, ultra beau gosse, répond qu'il est maraîcher de la tour. Non, c'est pas possible. Il est encore plus dépité que s'il n'avait pas été éveillé. Il est énervé avec sa tomate cerise en main, il s'apprête à la jeter, mais il s'arrête. Wow. Il a oublié qu'il y a toujours en face de lui tous les lapins et leurs familles, et son comportement un peu abusif les effraie un peu. Ils sont même en train de protéger leurs enfants. Park Sejun essaye alors de se calmer, au moins extérieurement. Il observe tout le calme autour de lui, que ce soit leur petite maison, le feu qui crépite au loin, les plantes qui sont en train de pousser, le ciel bleu. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire pousser cette petite chose. Il se dit qu'il allait quand même pas la détruire aussi facilement. Il réfléchit alors à tout son environnement pendant ces 2 derniers mois. C'est bon, il est enfin apaisé. On dirait bien qu'il va continuer à cultiver pendant encore un petit moment. Les lapins sont ravis. Et une fois qu'il regarda sa tomate cerise de plus près, il vit quelque chose d'assez étrange. C'est comme s'il pouvait ouvrir les détails de la tomate cerise. Il y a alors à nouveau le système qui est apparu en face de lui. Et ce système était justement lié à sa capacité qui observait la tomate cerise. Ces tomates étaient en fait magiques. Elles étaient imprégnées de l'énergie de la lune bleue. Une tomate cerise cultivée dans la tour est aussi nutritive que délicieuse. Désormais, grâce à l'énergie de la lune bleue, son goût n'en est que décuplé. Une fois consommée, elle augmente de manière permanente les points de magie de 0,05 points. Il est même précisé que le cultivateur est Sejun, et il reste 30 jours avant la péremption. Sejun ne peut pas y croire. Tout ça pour une tomate. Il vient de réaliser qu'en fait, c'est un item. Elle est aussi minuscule mais augmente quand même les statistiques.
Il se dit que c'est juste exceptionnel. Franchement, il peut être fier de sa production. Il a fait pousser quelque chose d'aussi génial que ça. Au loin, le dragon noir observait toujours Sejun dans sa boule de cristal. Il venait de découvrir toutes ses plantations. On voit bien que cette situation ne l'enchantait pas trop. En tout cas, Sejun commence à faire la fête avec tous les lapins, il dit que c'est grâce à eux qu'il a pu aller aussi loin. Sauf qu'encore une fois, le système apparaît devant lui. On dirait qu'à partir d'aujourd'hui, il est pas fini d'être embêté par ce système. Et lui annonce justement qu'une quête a été déclenchée. Le système lui explique qu'il doit offrir le fruit contenant l'énergie de la lune bleue au maître de la tour. Quand il voit ça, Sejun commence à y réfléchir. Il doit offrir sa merveilleuse production au maître de la tour. Et vas-y, s'il a pas envie de le faire, qu'est-ce qui se passe? Quoi? En cas de refus, il meurt? C'est une blague, pas vrai? Toujours avec ce tomate cerise en main, Sejun ne veut pas y croire. Hein. Il va pas mourir parce qu'il a refusé de donner une tomate cerise quand même. Il commence à s'énerver. Le maître de la tour appelle ça une quête, mais bon, c'est rien d'autre que du chantage en vrai. Et là, il a vraiment pas le choix, hein. Au lieu de faire passer ça pour une quête, il devrait plutôt assumer que c'est un ordre. Sérieusement, mourir? N'a-t-il aucune considération pour les autres êtres vivants? Sejun fait semblant d'y réfléchir, en mode il va pas la donner, mais bon. Il réfléchit une seconde et il a plein de gouttes de sueur sur son visage. L'instant d'après, il se retourne et il l'offre. Waouh, surprenant. Et bah du coup la voilà, hein. Sa tomate cerise n'est déjà plus à lui. Et pendant qu'il est en train de l'attendre vers le système, elle disparaît de sa main. Le système lui annonce alors qu'il a accompli sa quête. Et comme promis, pour la quête, il reçoit une récompense. C'est vrai que ça parlait d'une compétence de métier en échange de la quête. À vrai dire, il était tellement omnibulé par le châtiment qu'il en a oublié la récompense. Il se dit que finalement, le gérant de la tour est plutôt généreux, hein. Et du coup, quand il appuie finalement sur ouvrir, la récompense de quête fait apparaître un nouveau système en face de lui. Il a obtenu les sémailles de niveau 1. Elles augmentent légèrement le taux d'apparition d'une pousse quand une graine est plantée. Ah, ouais, il s'attendait quand même à quelque chose de mieux. Je sais pas, un pouvoir magique, quelque chose qui peut lancer des flammes. Mais il reste toujours un maraîcher. Mais en tout cas, la vie reprend son cours. Comme à son habitude, il allume une petite torche. Il se rapproche du cours d'eau et l'attend vers les poissons. Donc les poissons sont attirés par la flamme, hop, ils l'attaquent et ils tombent. C'est aussi simple que ça pour pêcher. Et il remarque que cette fois-ci, encore une fois bien sûr grâce à son système, et surtout étant donné que c'est un éveillé désormais, il est marqué que le poisson est un piranha. Le système lui annonce qu'il a tué un piranha et qu'il a donc obtenu 2 points d'expérience. Et voilà aujourd'hui le 5e. Donc avec celui-ci, ça lui fait 10 points d'expérience. Une fois que son éveil a été provoqué, il était en capacité de gagner de l'expérience logiquement. Et grâce aux quelques piranhas qu'il a pêchés pour se nourrir, il a fini par atteindre le niveau 2. Il se dit qu'il aimerait en attraper plus, mais il doute que ce soit une bonne idée de tuer un être vivant sans motif valable. Ils sont une bonne source de protéines, donc il va éviter de provoquer leur disparition. Comme d'habitude, il va les mettre à cuire et ensuite, il en propose aux petits lapins. C'est parti, à table. Les lapros sont ravis. Il leur dit de rester calmes par contre. Depuis qu'ils commencent à grandir, ils deviennent des estomacs sur pattes. Ils doivent aussi en laisser à leurs parents. En fait, il a pu en savoir un peu plus au sujet des lapins depuis son éveil. Pendant qu'il leur donne à manger, le système lui annonce que ce sont des lapins blancs fermiers. C'est donc ça qu'ils sont. Un type de monstre dont il n'avait jamais entendu parler en dehors de la tour. D'après leur nom, il imagine qu'ils appartiennent à une espèce qui préfère l'agriculture au combat. Ce qui explique évidemment pourquoi ils restent inconnus du grand public. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais s'ils devaient s'avancer, il dirait qu'ils ont perdu leur ferme et se sont retrouvés ici par hasard au gré de leur pérégrination. Est-ce qu'ils ont seulement un endroit vers lequel se tourner? Il sait toujours pas. Si seulement il pouvait se comprendre, il n'a aucune idée de ce qu'un lapin peut bien se dire. Justement, on le voit à côté qui a pas l'air de comprendre trop la situation, mais peu importe. Il est temps de passer aux cultures. Aujourd'hui est un grand jour pour eux. On voit alors la détermination des lapins. Et quand ils vont y jeter un œil, ils voient les tomates cerises qui sont énormes et magnifiques. Elles ont poussé en si peu de temps, c'est impressionnant. Ils sont tous ébahis devant ces tomates cerises sublimes. Clairement, ils sont fiers de leur production. C'est enfin l'heure de récolter les fruits pour lesquels ils ont tant sué et travaillé. Mais désormais, c'est l'instant fatidique. Ils doivent les récolter. Sejun commence à tendre sa main vers les plantes. Il se déplace très prudemment et avec délicatesse. Une fois que sa main arrive à côté des tomates cerises, elle commence à trembler. Tous les lapins et lui-même est en train de stresser. Ils ont tous une goutte de sueur sur le visage.
Il prend alors délicatement sa première tomate cerise et voilà. La toute première tomate qu'ils ont produit, évidemment sans compter la première qui est allée chez le gérant de la tour. Ils sont super contents, elle a tellement bien mûri. Au même moment, une fenêtre de statut apparaît à nouveau. Il lui annonce qu'il a obtenu une tomate cerise magique bien mûre. Ses points d'expérience de métier augmentent légèrement. Il a obtenu 10 points d'expérience. Wow, des points d'expérience, une tomate cerise magique? Donc elle serait toute similaire à celle-ci? Quand il analyse cette tomate avec son système, il découvre qu'une fois consommée, elle brûle 10 grammes de graisse et accorde 0,1 point de magie en plus pendant 10 minutes. L'effet ne peut être cumulé que jusqu'à 10 fois dans la même heure. Et la durée avant péremption est de 30 jours. Attends, mais ça veut dire que si ces effets ne durent que 10 minutes, donc si on en mange 10 d'un coup, nos points de magie augmentent de 1 point. Et du coup, logiquement, toutes les autres tomates sont pareilles. Il cueille alors une nouvelle tomate et encore une fois, il a obtenu une tomate cerise magique bien mûre. À nouvelle fois, il en cueille une autre et c'est encore le cas. Sauf qu'à un moment, il cueille une tomate cerise qui n'était pas encore mûre. Du coup, il ne gagne pas de points d'expérience de métier et il obtient uniquement 7 points d'expérience comparé à 10 points pour les tomates mûres. Et le pire, c'est que celle-ci n'est pas un item mais une tomate banale. Ok, donc il doit attendre que les tomates cerises soient bien mûres pour qu'elles deviennent des items. C'est bien plus compliqué que ce qu'il ne pensait. Du coup, maintenant, il commence à faire la sélection vraiment avec soin. Et au bout d'un certain temps, c'est bon, il a enfin gagné un niveau. Et il a obtenu un point de statistique supplémentaire. Il est déjà niveau 4. Il se dit que pour le moment, c'est déjà pas mal, honnêtement. Bon, maintenant, il est temps de les goûter pour voir si elles sont bonnes. Il a deux doigts de les manger, mais il entend des bruits juste à côté de lui. C'est les lapins qui sont en train de taper du pied. Ils ont l'air bien énervés et frustrés. D'un air un peu gêné, Sejun s'excuse. Il ramène alors toutes les tomates cerises qu'il a récoltées et leur donne. C'est vrai qu'ils ont fait tout le boulot ensemble, donc il faut bien qu'ils les goûtent ensemble. Bon, le lapin est encore un peu vexé, il commence à soupirer, mais oh, faut pas faire la tête. Qu'ils portent tous un toast à la bonne récolte des tomates cerises. Bon appétit, et c'est parti. Ils goûtent tous cette tomate, et... verdict, ils se sentent tous téléportés. Ils ont tous l'impression d'être allongés sur une herbe douce, posés vers le ciel en regardant les étoiles, avec bien évidemment des magnifiques feux d'artifice, sinon c'est pas drôle, une fraîche odeur d'herbe et ce goût aigre doux, tout ça qui se fond dans cet arôme, c'est vraiment comme des feux d'artifice en plein été. Sejun commence à pleurer devant le poulet, enfin plutôt la tomate cerise pour le coup, tellement c'était délicieux. Bon, les lapins quand ils le voient pleurer, ouais, dose mon gars. C'est des tomates quoi. En tout cas, ils sont contents. Avec tous leurs petits lapros, ils commencent à cueillir et déplacer les tomates cerises. Ils ont fait un petit abri avec des pierres autour et ils mettent des feuilles par le dessus. Pendant qu'ils sont en train de travailler, Sejun les observe au loin allongés. Il se dit que ses enfants, ils sont maintenant assez grands pour donner un coup de patte à leurs parents. Ce sont bien les dignes enfants des lapins. Ah, en tout cas, il est exténué et il pense avoir mérité un peu de sommeil. Encore une fois, c'était une excellente journée. Il s'en est très bien sorti pour aujourd'hui. Sejun commence alors à ronfler. Et pendant qu'il est en train de dormir avec son cache-œil, le système apparaît devant lui. Le système lui annonce qu'une quête a été déclenchée. Il doit offrir 100 tomates cerises magiques au gérant de la tour. Comme récompense, comme d'habitude, il obtiendra une compétence de métier, mais en cas de refus, c'est la mort qui l'attend. Sauf que c'est jaune, il est en train de dormir, donc il calcule pas trop, mais le système il va pas le laisser s'en sortir comme ça. Il commence à vibrer, laisse pas du tout dormir. Ok, c'est bon, il va lui donner ce qu'il veut. Du coup, il se lève de son sommeil, il va lui chercher les tomates cerises et c'est bon. Waouh, il le force à faire tout ça, il a intérêt à lui donner quelque chose d'utile au moins cette fois-ci. Après les avoir donnés comme d'habitude, il doit ouvrir sa récompense de quête. Et cette fois-ci, comme compétence de métier, il a obtenu une cueillette de niveau 1. Grâce à cette compétence, les fruits cueillis seront dans un état optimal, peu importe s'ils ne sont pas assez ou trop mûrs. Il s'attendait vraiment pas à ça, hein. Petit à petit, il commence à réaliser que, bon, en ce qui concerne des compétences magiques vraiment utiles, je crois qu'il peut laisser tomber, hein. Mais bizarrement, quelques temps plus tard, elle se trouve bien plus utile que ce qu'il croyait. Il est toujours en train de cueillir comme à son habitude, et la compétence prend effet dès qu'un fruit trop ou pas assez mûr est cueilli.
Et donc, à chaque fois, évidemment, l'efficacité de la cueillette augmente légèrement. Forcément, en même temps, l'expérience de métier a augmenté. Et il obtient en même temps des points de compétence et d'expérience. Grâce à ça, il peut gagner des points d'expérience de métier même si les tomates cerises qu'il cueille ne sont pas encore mûres. Il n'a plus du tout besoin d'attendre qu'elles mûrissent, donc son rendement est d'autant plus accéléré. Du coup, il dit qu'il va en profiter pour aller se reposer, mais le système n'en a pas décidé ainsi. Il apparaît devant lui et lui indique qu'il doit offrir 200 tomates cerises magiques au gérant de la tour. Bon, en vérité, il se doutait que ça allait arriver tôt ou tard. Et le pire, c'est que cette fois-ci, il n'y a aucune récompense. Bon, il est un peu vexé, mais étant donné que la récompense de la dernière fois l'avait pas mal aidé, il dit que c'est bon, il va lui en donner quelques-unes. Mais malheureusement, il se doutait pas que c'était que le début. Au fur et à mesure, il devait toujours en donner encore et encore plus. C'est passé à 250 tomates cerises. Quelques temps plus tard, il en demandait encore plus en passant à 300. Mais pourquoi est-ce que ça fait que d'augmenter ? Encore plus tard, c'était 500 tomates cerises et avec aucune récompense. Ok, c'est décidé, non. Il refuse. Désolé, mais là c'est beaucoup trop. Et à ce moment-là, le système lui annonce que le gérant de la tour est surpris. Plus tard, Sejun explique dans son journal que aujourd'hui, pour la première fois, il s'est rebellé contre le gérant. Clairement, pour lui, là, c'était de l'abus. Il avait besoin de manger pour rester en vie. Mais apparemment, le gérant disait que ce n'est pas son problème, mais celui du maraîcher. Donc il arrête de se plaindre et qu'il donne les tomates magiques. Donc c'était pas son problème. Sejun a sué sang et eau jour après jour pour pouvoir les récolter. Mais le gérant de la tour continue de dire qu'il n'a fait que planter des graines et qu'il n'y a pas à surréagir pour une chose aussi futile. Une chose futile ? Ok, il est décidé, il va absolument rien lui donner. Il se retourne alors et fait comme si le système n'était pas là. Il continue de cultiver ses plantes, malgré tous les messages du système à côté de lui à tous les moments de la journée. Le gérant continue de lui dire qu'il risque de mourir s'il continue comme ça, mais Sejun n'a aucune envie de donner le fruit de son travail à une personne disant qu'il n'a fait que planter des graines. Bon, finalement, le gérant de la tour dit que, effectivement, c'est peut-être le travail du maraîcher de la tour. Et dans tous les cas, il ajoute que c'est lui le patron et qu'il devrait écouter ses ordres. Mais Sejun est résigné, il ne lui donnera rien. Il l'a forcé à le faire et il n'apprécie même pas ses efforts à leur juste valeur. Et le pire, c'est que la récompense de cette exploitation est infime. C'est lui qui ose dire être le gérant de la tour. Dans ce cas, c'est un mauvais patron. Le dragon, de son côté, qui continuait d'observer Sejun dans sa boule de cristal, était choqué. Il était frustré, mais il pouvait pas faire grand chose d'autre. Il dit alors qu'il est désolé. Il s'attendait à une réponse positive de la part de Sejun, mais il continuait de le narguer. Il se mit alors à lui crier dessus par le système. Il s'indignait du fait qu'il ait mangé toutes les tomates cerises. Il le menaçait même de le tuer sur le champ s'il n'accepte pas la quête. Mais Sejun n'en avait rien à faire, il se bouchait les oreilles. Au final, Sejun veut bien faire un tout petit pas vers lui. Il lui dit qu'il lui en donnera 5 et il lui donnera le reste plus tard. Il faut pas oublier qu'il doit aussi nourrir les petits lapins. Tout à coup, les 5 tomates cerises disparaissent de sa main. Le gérant de la tour explique qu'il accepte le compromis, mais pour cette fois-ci seulement. Sejun le remercie et alors le système disparaît. Le gérant essaie de s'excuser là, pas vrai ? Ça faisait sourire Sejun. Il se dit que finalement, le gérant de la tour est plutôt niais, hein. Quelques temps plus tard, on était désormais le 91e jour depuis qu'il s'est perdu. C'est la 4e lune bleue. Comme à son habitude, la lune illuminait au niveau du trou de la grotte et Sejun attendait derrière au loin. Il se disait également qu'il avait entendu dire que les personnes avec beaucoup de points de magie pouvaient résister au rugissement d'un monstre. Et c'est justement pour ça qu'il est en train de manger ses tomates cerises pour essayer de booster un petit peu ses stats, mais il préférerait que la situation de la dernière lune bleue se reproduise pas. Il espère juste qu'elle va rapidement passer. Quelques temps plus tard, la lune est en train d'arriver et justement, elle illumine les plantes qui sont à ce niveau-là. Sejun arrive à assister à ça en direct et il est surpris. Elles sont toutes en train de briller. Est-ce que c'est vraiment le phénomène de la dernière fois ? Il regarde alors en particulier une des tomates cerises qui devient bleue. Wow, c'est donc comme ça que ça se passe. Il regarde ça de loin mais n'ose pas trop s'approcher. Il se dit juste qu'il a très hâte de les récolter. Sauf que pendant qu'il observait cette scène, il remarque que la lumière ne s'arrête pas à une seule tomate cerise. En fait, la lumière qui émane de la lune bleue affecte même les feuilles des patates douces.
C'est juste incroyable. Il se dit qu'il faut absolument qu'il aille voir ça. Il prend alors son courage à deux mains et commence à se lever. Il s'approche alors de la lumière. Dès qu'il arrive au niveau du trou, il se met à courir. Il fonce vers les plantes et les prend dans ses mains. Il commence à creuser le sol pour voir les résultats de ses plantations et il est surpris. Waouh, c'est enfin ses patates douces. Et ce sont des patates douces imprégnées de l'énergie de la lumière bleue. C'est une patate douce cultivée au sein de la tour, à la fois délicieuse et nutritive. Désormais, grâce à l'énergie de la lune bleue, sa saveur est décuplée. Une fois consommée, elle augmente de manière permanente la force de 0,05 points de magie. Il était ravi. Bien évidemment, étant donné qu'il avait récolté une patate douce imprégnée d'énergie de lune bleue, son expérience de métier a énormément augmenté et sa maîtrise de cueillette avait également passé le niveau supérieur grâce à ça. Il a également obtenu 50 points d'expérience. Et maintenant qu'il était là, il se dit que dans tous les cas, autant cueillir la tomate cerise. Il a alors également allé récupérer la tomate cerise magique et il était ravi. C'était juste incroyable. C'est comme s'il tenait le monde entre ses mains. Mais bon, ce qui devait arriver, arriva. Une quête additionnelle a été déclenchée, ouais, il s'en doutait. Il savait que le gérant allait se manifester. Du coup, le gérant lui dit d'offrir les patates douces contenant l'énergie de la lune bleue au gérant de la tour. Évidemment, toujours aucune récompense, et en cas de refus, c'est la mort. Et c'est exactement pareil pour la tomate cerise magique. Ouais, deux quêtes en même temps. Il a décidé de ne pas le laisser filer cette fois-ci, hein. Mais bon, Sejun se doute qu'il risque vraiment de le tuer s'il refuse. Bien, d'abord la quête qu'il devait finir de compléter. Donc voici les tomates cerises restantes. C'est bon, il a accompli la première quête. Évidemment, le gérant de la tour est ravi de voir toutes ces tomates cerises. Et Sejun, il se disait que peut-être c'était bon, il allait pouvoir esquiver. Mais non, le gérant de la tour il a clairement pas oublié, il commence même à grogner. Ok, Sejun retire ce qu'il a dit sur sa niaiserie, il dit qu'il lui donnera peut-être une prochaine fois, fais-lui une faveur. Bon, le gérant de la tour soupire et il lui dit qu'il lui donnera la prochaine fois. Ah, Sejun est content. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de ça dans ce cas? Quelle question. Bien sûr, ça va dans son estomac. Il commence alors à la manger et waouh, il tremble tellement c'est délicieux. Si frais, si doux, c'est un festival pour son palais. Et étant donné qu'il a ingéré une tomate cerise magique, imprégnée de l'énergie de la lune bleue, ses points de magie ont augmenté de 0,05 de manière permanente. Oh là là, il peut plus se retenir, c'est bon, il allume un feu et c'est parti. Il commence à chauffer sa patate douce. Il se dit que c'est dommage qu'il a pas d'aluminium ici, mais bon. Il lui reste ses feuilles d'oignon multitâches qui feront l'affaire. Ah, il a tellement hâte de pouvoir manger ça, c'est vraiment la meilleure sensation du monde. Au final, quelques temps plus tard, la lune bleue s'est enfin en allée. La porte du terrier des lapins s'ouvre, c'est bon, c'est la nouvelle journée, ils sont tous debout, et ils sont assez surpris de voir que Sejun est déjà réveillé. Ah, il leur dit qu'ils sont là pile au bon moment. Il leur présente alors la patate douce sur son lit d'énergie de la lune bleue. Wow, ils regardent tout ça avec envie. Effectivement, c'est pas grand chose, mais il leur propose quand même de la manger ensemble. Mais alors que tout le monde était en train de baver devant cette patate douce, non. Le lapin se met devant, et il a l'air assez énervé. Il discute avec sa famille, et les autres ont l'air tout à coup assez dégoûtés. Il pointe alors Sejun du doigt. Hein? Attends, il est vraiment en train de dire que comme il y en a qu'une seule, il veut que Sejun la mange tranquillement? Le lapin confirme. Wow, Sejun n'arrive même pas à retenir ses larmes. Sejun le remercie et c'est le seul qui pense à lui, ça lui fait énormément plaisir. Bon, dans sa tête, il se dit qu'il faut vraiment pas lui annoncer qu'il en a déjà mangé une en cachette. En tout cas, il leur dit qu'il va bien la déguster. Bon, malgré tout, ils sont en train de baver à côté de lui, mais c'est pas grave. Il commence alors et il tape un croc dans la patate douce, mais c'est juste brûlant. Évidemment, vu que c'était ultra chaud, il a juste lâché la patate douce qu'il avait en main. Il était encore en train de souffrir de douleur et il avait le palais brûlé, mais la patate douce était au sol. Quand les lapins voient ça, ils ne peuvent pas y croire. Quel sacrilège! Mais bon, c'est l'opportunité pour en manger. Alors que le lapin se dirige directement vers la patate douce pour en prendre un morceau, non. Non, pas pour toi, chef. Tous les lapins ont déjà pris un morceau et l'ont englouti. Bon, évidemment, pour eux aussi c'est chaud, et ils recrachent tout. Au final, au bout de quelques secondes, ils sont tous dépités. Le lapin n'a même pas eu sa part, les lapros sont en train de pleurer parce que c'était brûlant. Au final, aujourd'hui, au sujet de son périple au sein de la tour, son repas était chaud patate.
Ouais, on peut appeler ça un flop. Bref, en tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle une chose très importante et qui m'aide énormément. Il y a toujours mon Patreon, premier lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Dessus, vous pourrez trouver toutes les suites de toutes mes vidéos à l'avance, bien évidemment avant qu'elles sortent sur YouTube. Des fois, je les poste une semaine, 2 semaines, voire un mois avant qu'elles sortent sur YouTube. Donc clairement, comme je sais que beaucoup parmi vous sont pressés, c'est pas négligeable. Et en plus, je fais même des séries exclusives qui ne sortiront jamais sur YouTube. Donc pour tous ceux qui ont les moyens et veulent me soutenir, c'est tout bénef, pour vous comme pour moi. Et évidemment, je tiens à le préciser parce que des fois certains le comprennent pas. Mais pour toutes les suites de mes séries sur YouTube qui sont déjà disponibles sur mon Patreon, donc il y en a vraiment beaucoup, et j'en rajoute bien évidemment plusieurs toutes les semaines, elles seront évidemment gratuites à l'avenir sur YouTube. Et là, on parle bien de toutes les suites. Donc pour la grande majorité parmi vous qui restera uniquement sur YouTube, vous inquiétez pas, il y aura les suites qui arriveront incessamment sous peu. Il suffit juste d'être patient. Une nouvelle série qui me tenait pas mal à cœur, je vous avoue, mais clairement n'est pas du tout dans le même registre que d'habitude. Là, on est sur une série bien plus tranquille, bien plus chill. Mais bon, de temps en temps, s'il n'y a pas des monstres qui menacent de détruire la planète, c'est pas si mal, hein. En tout cas, j'ai hâte de savoir vos avis dessus. Comme vous me l'aviez recommandé, j'essaye de plus en plus de vous faire des vidéos assez longues. Je sais que vous kiffez ça, vous vous posez pendant 1 heure, pas besoin de changer de vidéo. Bref, j'essaye de vous mettre le plus à l'aise possible. Évidemment, j'essaye de travailler au maximum les vidéos. Que ce soit au niveau du montage ou certes, je sais qu'il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration. Mais je trouve que c'est déjà franchement pas mal ce que je vous propose. Et en ce qui concerne l'écriture de la vidéo, la manière dont je la raconte, etc., j'essaye à chaque fois de m'inspirer de l'ambiance du manhwa. Donc essayer de créer une ambiance un peu plus tranquille. Surtout étant donné que là, comme dit, le manhwa, c'est du slice of life pur et dur. En tout cas, j'espère que vous appréciez. Évidemment, si vous avez toujours des recommandations à me faire, que ce soit concernant les vidéos, les histoires, le montage, voire même potentiellement les prochaines histoires que vous voulez que je raconte, parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui auraient peut-être des recommandations. Évidemment, je vous écoute, que ce soit en commentaire, sur mon Discord, sur mon Insta, bref, peu importe. Je tiens encore une fois à remercier également les Patreons. Franchement, ça me donne une force de fou. C'est surtout grâce à vous que j'arrive à tenir le rythme aussi soutenu. Et avant que je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que pas mal parmi vous ne le sont toujours pas. Et le pire, c'est que vous regardez toutes mes vidéos. Au moins, cliquez sur le petit bouton rouge pour l'heure entière que tu viens de passer. Ça va, honnêtement, c'est pas cher payé, non ? Bref, en tout cas, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir. Dites-vous que vous faites partie des 10% peut-être. Vous êtes des rois, ouais, clairement. Et sur ce, moi je vous laisse. À bientôt.